Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le journal de 19 h sur Public Sénat. Bonsoir à tous, voici les titres de ce jeudi. Répit pour Angela Merkel et l'euro, le plan de sauvetage de la monnaie unique validé à une large majorité par le Parlement allemand. Le plan de rigueur du gouvernement à l'épreuve du Sénat de gauche, jusqu'où pourrait-il être entravé? Eh bien, nous poserons la question à notre invitée, Nicole Bricq, qui est vice-présidente pour l'instant de la Commission des Finances. Avec nous également l'économiste Philippe de Sertine, notamment sur le regard porté sur les banques par les candidats à la primaire hier soir. Attention à l'abus de tranquillisants et de somnifères, une consommation qui dure dans le temps augmenterait le risque de développer la maladie d'Alzheimer. L'un des sulfureux intermédiaires en vedette actuellement, Ziad Taguieddine, demande à Nicolas Sarkozy la levée du secret défense sur tous les contrats d'armement. Cet intermédiaire franco-libanais, mis en examen récemment dans l'affaire Karachi, nie toute implication, précisant avoir associé à toutes ces démarches son ami Claude Guéant, le ministre de l'Intérieur aujourd'hui. Et il semble que l'enquête s'oriente désormais sur la piste saoudienne. Jérôme Rabier. L'affaire Karachi se délocalise. Alors que l'enquête se concentrait sur le Pakistan, une piste saoudienne apparaît. Le juge Van Ruynbeek, qui enquête sur des rétrocommissions ayant financé la campagne d'Édouard Balladur en 1995, a fait une troublante découverte. Pistant les flux financiers transitant par des intermédiaires, dont le sulfureux Ziad Taguieddine, le magistrat financier a découvert l'échéancier de paiement pour la vente de frégates à l'Arabie Saoudite en 1994. Ce document prévoit le versement d'un acompte de 10 millions de francs avant le premier tour de la présidentielle de 1995, un montant effectivement versé par le royaume saoudien le 26 avril de cette même année. Le jour même, une somme équivalente est déposée en grosse coupure sur le compte de campagne d'Édouard Balladur, une coïncidence à laquelle ne veut pas croire le juge Van Ruynbeek. Tout comme il ne croit pas les explications de l'ancien Premier ministre qui affirme que cette somme provient de collecte et de vente de gadgets lors de meetings de campagne. Le Conseil constitutionnel avait tout de même validé les comptes du candidat Balladur, malgré les réserves émises par les rapporteurs sur la provenance de cette somme. Félicitations de Nicolas Sarkozy à la chancelière allemande après la large majorité obtenue aujourd'hui au Bundestag pour renforcer le Fonds européen de stabilité financière. Après des semaines de polémiques et de doutes, Angela Merkel donc a évité l'affront et ce soir la Grèce souffle. Aurélien Romano. Le vote aura tenu les marchés en haleine. Adopté à 523 voix sur 620 par le Bundestag, le plan d'aide à la Grèce a réussi à réunir les parlementaires allemands. Cette large majorité n'était pas acquise. Les socialistes du SPD et les Verts devaient voter pour, mais des membres de la coalition d'Angela Merkel avaient menacé de voter contre. Finalement, la quasi-totalité des députés CDU et libéraux ont donc soutenu le plan de sauvetage et ainsi évité des élections anticipées. Un plan adopté sans les voix du centre droit aurait été un camouflet pour celle qui a mis toute son énergie dans l'adoption rapide de cet accord européen. L'Allemagne apportera la moitié de ce fonds de sauvetage qui sera renforcé avec une capacité de 440 milliards d'euros et aura la possibilité de racheter la dette des pays en difficulté, un droit que seule la Banque centrale européenne possède pour le moment. En jeu, le sauvetage de la Grèce et indirectement celui de l'euro. Ce plan doit être ratifié par les 17 pays de la zone euro. Il trouvera encore 6 parlements à convaincre sur sa route. Des pays plus petits, mais qui n'hésitent pas à faire monter les enchères, comme la Slovaquie, un des nouveaux entrants de la monnaie unique, qui menace de faire traîner le vote. José Manuel Barroso espère une ratification générale d'ici à la mi-octobre. Drogue et corruption dans la police. Le numéro 2 de la PJ de Lyon, Michel Néret, a été placé en garde à vue. Un scandale de grande ampleur est possible avec la mise en cause d'autres policiers. Des liens avec le grand banditisme ont été mis en lumière à Lyon. Plus de 2 heures de confrontation ce matin entre DSK et Tristan Banon dans les locaux de la police. Chacun a maintenu sa version des faits sur l'accusation de tentative de viol. Cette confrontation pourrait être le dernier acte de l'enquête préliminaire menée depuis juillet, avant la décision du parquet. Aucun répit pour les candidats à la primaire socialiste. Au lendemain du deuxième débat, Arnaud Montebourg, accompagné d'un policier du GIPN, s'est rendu à Marseille. Visite qualifiée par Jean-Noël Guérini d'expédition coloniale. Le chantre de la démondialisation avait aussi porté le fer, on s'en souvient, contre le président du Conseil général des Bouches-du-Rhône, mis en examen depuis
pour association de malfaiteurs. De son côté, Jean-Michel Baillet savoure sa nouvelle notoriété. Si le chemin vers la présidentielle reste très long pour lui, son poids a été déterminant au Sénat, où il a obtenu le changement de tête du groupe charnière RDSE, pour des raisons que nous explique Sandra Cerquera. Au lendemain du vote, Yvon Collin est encore sous le choc. Il a été battu hier par Jacques Mézard à la présidence du groupe RDSE. De l'extérieur, cette élection peut paraître surprenante, mais rien d'étonnant pour Yvon Collin. Il parle de coups bas. Mézard dit avoir reçu le soutien de Jean-Michel Baillet. M. Baillet a voulu surtout m'éliminer de ce poste qui, localement, me donne une certaine visibilité médiatique, ce qu'il ne peut pas supporter. Il a monté tous les élus du Sud-Ouest qui sont dans une zone de la dépêche et qui sont dépendants de lui. Vous le comprenez, ils ont besoin de la dépêche pour exister. Et donc il lui a été très facile de les convaincre de me faire un mauvais sort. Baillet, Collin, deux sénateurs du Tarn-et-Garonne, deux ennemis. Une guerre qui aujourd'hui se propage au sein des radicaux. Et pour ne rien arranger, outre les divisions, c'est l'existence même du groupe qui est mise en cause. Deux radicaux de droite pourraient rejoindre les centristes, ce qui ferait passer le groupe sous le seuil des 15. Pour l'instant, le nouveau président ne veut montrer aucun signe d'inquiétude. Écoutez, il n'y a pas de raison pour que le RDSE ne survive pas. Le RDSE, c'est une tradition dans cette maison. D'autres ont plus de mal à cacher leurs doutes. Si les radicaux de droite s'en vont, c'est la philosophie même du groupe qui disparaît. Il faut maintenir dans l'intérêt de la République, de la démocratie, ce groupe qui est un groupe de libre expression, où moi personnellement je me sens tout à fait à mon aise. Il faut que d'autres aussi s'y sentent à leur aise. Samedi, les premiers départs pourraient avoir lieu. Ne resterait que 14 sénateurs. Il faudra alors en trouver un 15e prêt à se rallier si le RDSE veut continuer à exister. Nos invités, je vous ai présenté il y a un instant, Nicole Bricq, bonsoir, vice-présidente socialiste de la Commission des finances au Sénat, donc, et puis l'économiste Philippe de Sertine, directeur de l'Institut des hautes finances, et puis auteur de ce livre qui paraît La décompression des solutions après le krach. Nous y sommes, dans la recherche de solutions. Un mot d'abord, bien sûr, sur le vote tant attendu au Bundestag, qui valide finalement donc le plan d'aide à la Grèce. Le soutien de l'Allemagne à l'euro est déterminant, on le sait. Nicole Bricq, c'est une bonne nouvelle que vous saluez ce soir. Une nouvelle pour l'Europe, au-delà du plaisir que doit avoir Madame Merkel ce soir d'avoir su convaincre sa coalition, mais elle est dans une majorité parlementaire, elle discute, mais ça ne règle pas le problème de fond, de l'importance du fond. Ça c'est le cas de le dire, et les problèmes sont encore devant nous, parce que il va falloir à la fois affirmer la solidarité européenne. J'ai vu que la Commission européenne, avec M. Barroso, reprenait quand même un petit peu de vigueur en proposant une solution pour la taxe sur les transactions financières, en mettant sur la table le sujet des eurobonds. Donc tout ça c'est très bien, mais on a perdu beaucoup de temps déjà. On a perdu beaucoup de temps depuis l'année dernière, et on va encore en perdre. Et donc il va falloir se poser le problème politique de comment on fait marcher l'Union européenne et la zone euro. Philippe de Sertine, donc une bonne nouvelle, mais on va pouvoir en profiter combien de temps? Parce qu'il y aura d'autres votes qui sont annoncés notamment en Allemagne, et puis on le disait il y a un instant, il y a des pays qui sont lents à la ratification, 6 encore. Oui, mais je crois quand même qu'il faut vraiment regarder la situation dans laquelle nous nous trouvons et ce qui se produit. Ce qui s'est produit aujourd'hui est quand même un événement très important, à savoir que en Allemagne, on a eu un vote de 80% des députés, puisque certes la coalition au pouvoir et soutenant Mme Merkel a voté majoritairement, enfin lui permet d'avoir la majorité absolue, mais les partis d'opposition, en particulier le SPD et les Verts, ont voté également en faveur du renforcement du Fonds de stabilité financière. Et ça, c'est quand même une énorme information. Je crois qu'il y a un esprit d'union sacrée en Allemagne. Exactement. Je crois qu'on a trop souvent dit que l'Allemagne traînait des pieds par rapport à ses dossiers aujourd'hui sur la Grèce notamment et sur l'ensemble de l'Europe. On voit que la classe politique allemande adresse un signe extrêmement fort. Dans son ensemble. Alors, Nicole Bricq, l'UMP critique... La différence avec l'Allemagne, c'est qu'en Allemagne, on négocie.
Il n'y a pas un projet de loi que le chancelier ou la chancelière en exercice ne discute pas avec l'ensemble des groupes politiques. Il y a une tradition de négociation. Nous sommes dans une démocratie parlementaire, ce qui n'est pas le cas de la France. Et je comprends que mes amis du SPD aient apporté leur soutien parce que non seulement on leur a demandé leur avis, mais ils ont pu négocier. Et ils le font, c'est une culture. Nous n'avons pas cette culture en France. Nous avons un exécutif qui dit c'est comme ça, c'est à prendre ou à laisser. Vous refusez de soutenir le gouvernement dans certaines de ses démarches. Est-ce que vous reprochez ce soir l'UMP? Oui, mais sur le plan... Qui vous donne un exemple de ce qui s'est passé en Allemagne. L'année dernière, on a laissé passer l'aide à la Grèce. Cette année, on ne s'y est pas opposé quand on a eu le projet de loi de finances rectificative. Non mais moi, personnellement, je ne rentre pas dans les questions de polémique franco-française. La seule chose que je vois, c'était une bonne nouvelle pour l'Europe. La seule chose que je vois, c'est qu'on a trop souvent accusé l'Allemagne de ne pas jouer son rôle dans l'Europe, et on voit à quel point l'Allemagne assume. Certes, elle va faire des déclarations et on va avoir des prises de position, mais on voit que l'Allemagne assume. Et je crois qu'en effet, c'est un vrai appel pour la France et pour la classe politique française dans son ensemble. Nous sommes dans des situations où il faut dépasser les querelles politiques. On voit là vraiment que en Allemagne, il y a eu un signe très très fort, et donc ce sont des éléments qui sont absolument fondamentaux. Eh bien, cette question que vous soulevez, Philippe de Sertine, elle se pose sur le budget, évidemment, car c'est le grand débat, bien sûr, le premier, peut-être le seul grand débat dont va s'emparer le Sénat de gauche avant la présidentielle, n'est-ce pas, Nicole Bricq? Est-ce que vous allez entraver le plan de rigueur adopté au Conseil des ministres? Il faut quand même dire un mot de ce budget. Non, mais dire un mot, ça veut dire l'entraver. En dire trois. Non, on est dans une majorité que j'espère constructive, parce que nous le ferons en responsabilité et puis aussi en lisibilité. Par rapport on est à la veille d'une échéance électorale cardinale, donc il est normal aussi qu'on avance nos propositions et qu'on en discute. Et puis il y a une navette parlementaire. De toute façon, l'Assemblée nationale aura le dernier mot. Vous pouvez un peu ralentir le texte. Mais non, par exemple, non, ce n'est pas l'intention du groupe socialiste. Nous ne sommes pas là pour ça. Nous ne l'avons jamais fait. Pas allonger les débats. Quand nous avions, pour le projet de loi de finances rectificative, nous avions une vingtaine d'amendements, pas plus, qui faisaient sens par rapport au projet fiscal que nous portons et par rapport à la stratégie budgétaire que nous portons et qu'on ne voit pas dans le budget tel qu'il nous est présenté. Néanmoins, précisément, Nicole Bricq, est-ce que vous estimez que l'orientation générale est la bonne? C'est-à-dire, évidemment, diminuer les dépenses, ça passe par la réduction du nombre de fonctionnaires, augmenter les recettes avec des taxes nouvelles qui ont été annoncées. Mais il faut pas, l'orientation générale est bonne. Être dans une logique, et c'est pas vrai uniquement pour la France, c'est vrai aussi pour d'autres pays. Si on raisonne en termes macroéconomiques, on a une croissance très faible, il faut pas la casser. Et si tous les pays de l'Union européenne et de la zone euro font la même chose, ça va mal se terminer. Et la prévision de croissance que la France, même en l'abaissant à 1,75, elle n'est pas réaliste. Elle n'est pas réaliste. Donc ça appellera de nouveaux bricolages. Et c'est ça que je reproche au budget, c'est qu'il clôt un cycle, il signe un échec, absence de stratégie budgétaire, absence de projet fiscal cohérent et qui ne tient pas compte de l'environnement. Vous parlez de rustine un peu, comme avait dit François Bayrou. Absolument. Donc on sera amené à rebricoler. C'est ça qui ne va pas. Philippe de Sertine, votre avis? Moi, je pense que, effectivement, vous parlez de la veille d'une élection cardinale. On est à la veille aussi d'un moment cardinal pour l'Union européenne. On sait que l'euro est en danger. On a parlé de l'Allemagne qui contribue à hauteur de 211 milliards dans le fonds de stabilité. La France doit contribuer à hauteur de 159 milliards. Nous sommes vraiment dans des montants qui sont gigantesques et qui supposent évidemment que chacun des États, et la France en particulier... Oui, mais il ne faut pas laisser croire aux gens qui nous écoutent qu'on va débloquer 159 milliards. Parce que quand j'entends dans la rue... Excusez-moi, il faut faire croire quoi exactement? Non, mais il ne faut pas dire qu'on paye 159 milliards. On peut être appelé à contribuer. Oui, mais comme vous le savez,
la première partie du plan de l'année dernière, elle n'est pas débloquée par tout le monde. La France l'a fait et ce n'est pas ces sommes-là. Donc il ne faut pas faire peur aux gens non plus. Non, je suis désolé, mais là aujourd'hui le vote était sur 211 milliards, la France à 159 milliards. Donc ça veut dire, ce sont des sommes réelles, ce sont les sommes qui sont en jeu quand on voit par exemple les difficultés de la Grèce. Et donc ça veut dire que la France va devoir se mettre en situation de pouvoir assumer son rôle, on va dire, historique et par rapport à l'Europe. Excusez-moi, moi je ne parle pas de... D'accord, au prix de la rigueur. Hein, c'est ce que vous voulez nous dire, Philippe de Sertine. Nicole Bricq. Question, la France sauvera-t-elle son triple A si la gauche vient au pouvoir dans 7 mois? Nadine Morano affirme que la France sera déclassée dans la semaine avec les propositions du Parti Socialiste. Que répondez-vous sur la note de la France? Écoutez, on nous refait le coup de 81, les chars soviétiques, place de la Concorde, ça va quoi. Là c'est la dégradation par les agences de notation. Il faut qu'elle tourne sa langue cette fois dans la bouche, comme dit le prophète. Mais ce que je veux dire, en revanche, ce qui me paraît important, c'est que, j'ai un peu évoqué tout à l'heure, c'est que effectivement il faut avoir de la rigueur. Et ce budget n'en a pas de la rigueur, parce qu'on a peine à voir à quoi il sert. Non seulement il signe un constat d'échec du quinquennat, mais il n'ouvre aucune porte, aucune lisibilité. Et on voit bien que le bricolage actuel, il ne va pas durer longtemps. Il va falloir faire encore des rustines, multiplier les taxes, on ne sait plus où on en est. D'accord, c'est ce que vous direz lors du débat. Non, mais on et y d'autres choses encore. Votre ambition, Nicole Bricq, c'est bien de devenir présidente de la Commission des Finances ou rapporteur. Il y a 2 postes. Ou rapporteur du budget. Vous êtes candidate aux 2 postes. Voilà. Et nous attendons la suite. Déjà, samedi, nous allons élire le président. Et mon candidat, c'est Jean-Pierre Bel, comme tout le groupe socialiste et la majorité de gauche. Et puis après, on passera à l'exercice des commissions. Vous allez vous battre pour avoir un des 2 postes. J'ai la légitimité de mon groupe et je pense que j'ai la légitimité du côté de ce qui est la nouvelle opposition. Ah oui, mais vous savez que certains prônent une réciprocité par rapport à ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Oui, mais nous sommes droite avec un président de commission de gauche. N'oubliez pas que nous sommes dans l'opposition à l'exécutif. Ah bon, donc ça marche pas. Donc c'est pas forcément alors on verra. arithmétique. Si vous décrochez le pompon, l'un des 2 pompons. On va parler des candidats à la primaire qui sont affrontés hier soir sur plusieurs sujets économiques. Vous avez suivi ça de très près, la TVA sociale, l'interdiction des licenciements ou encore le contrôle des banques, sujet cher à Philippe de Sertine. Bérangère Dinglar. Les banques, la cible d'Arnaud Montebourg. D'emblée, le candidat se place à gauche de ses concurrents. Ma première décision consistera à faire voter une loi en urgence de mise sous tutelle des banques. Il se veut radical dans la critique du système financier. Avec Ségolène Royal, il veut mettre fin aux dérives de la spéculation boursière. Les autres candidats sont moins intransigeants, chacun a sa formule. Martine Aubry parle de mettre au pas les institutions financières. Jean-Michel Baillet veut les rappeler à l'ordre. Pour François Hollande, il faut les recapitaliser. Si nécessaire. L'interventionnisme de l'État prôné par Arnaud Montebourg et Ségolène Royal réapparaît aussi sur les licenciements boursiers. Les 2 candidats veulent les soumettre à une autorisation préalable. Donc tout ça pour dire qu'il y a des réponses qui effectivement peuvent permettre, quand l'entreprise est rentable, de la maintenir dans l'intérêt de notre pays et des salariés. Non, ces réponses-là sont beaucoup trop bureaucratiques et beaucoup trop longues. Depuis quelques années, le discours économique du Parti socialiste a beaucoup évolué. La crise oblige à être plus réaliste, plus question d'augmentation du SMIC. Pour les observateurs, les différences entre les candidats sont surtout des postures. Dire qu'il faut s'opposer pour se distinguer, et donc chacun tire un peu plus loin peut-être qu'il ne le pense lui-même. Je ne suis pas sûr qu'Arnaud Montebourg soit un défenseur acharné de toutes les mesures qu'il envisage. Le Parti communiste a déploré qu'aucun des candidats à la primaire n'ait vraiment proposé de rompre avec la logique de l'argent et des marchés financiers. Nicole Bricq, est-ce que vous avez été renforcée dans votre choix pour la primaire après le débat d'hier? Oui, complètement. C'est-à-dire complètement. Je soutiens depuis déjà plus de 2 ans François Hollande. Très bien. Vous n'avez pas eu le sentiment qu'il l'esquivait à certaines questions et que... Je dirais qu'il a joué un peu fond de cours, si je veux prendre une image issue du tennis, parce que il a cette capacité, effectivement, à être un rassembleur. Il a été un rassembleur des socialistes dans des périodes difficiles. Il a
une capacité à rassembler la gauche. Et je pense que c'est le message qu'il a fait passer et c'est un message qui correspond à la réalité. Votre jugement, Philippe de Sertine, est-ce que vous avez vu deux gauches ou deux partis socialistes s'affronter hier, on va dire peut-être des idées de droite, puisqu'elles ont été reprochées à Manuel Valls, et des idées bien de gauche? Oui, non, je crois qu'il y a aussi, je dirais, le problème aujourd'hui, c'est-à-dire d'aller dans le sens de l'opinion publique dans un certain nombre d'éléments qui sont effectivement relativement faciles, mais qui marchent bien. On évoquait le problème des banques, évidemment, ça en fait partie, et c'est tout à fait le cas. Puis après, vous avez la réalité de la situation actuelle qui oblige à regarder un certain nombre de mesures qui sont en réalité ni de droite ni de gauche. Et donc, évidemment, quand quelqu'un qui va être étiqueté de gauche va proposer un certain nombre de mesures telles que celles que proposait Manuel Valls, on va avoir le sentiment qu'il joue d'un jeu différent du jeu d'habitude. Mais je crois qu'on est vraiment à un moment où il va falloir que les clivages droite-gauche, sur un certain nombre de points, on va dire exactement, pour revenir à des vraies discussions sur lesquelles il peut y avoir des discussions. C'est le thème de l'union sacrée, en quelque sorte, que vous évoquiez à propos de l'Allemagne. Vous pouvez prendre position? Non. Non, pas du tout. Mais vous pouvez voter aux primaires. Je peux voter. Mais pas nous le dire. Alors, après le fond, la forme maintenant, on va s'arrêter sur les prestations de François Hollande et Martine Aubry lors du débat d'hier. Enquête très éclairante, regardez, de Margot Brio. François Hollande en retrait. Pendant près de 2h30 de débat, le favori des sondages veut rester au-dessus de la mêlée et de la pagaille générale. Sa stratégie, conclure et synthétiser, mais à trop vouloir avoir le dernier mot, il finit par agacer ses camarades. Pour une fois, conclue pas. Vas-y. Je conclurai à la fin. À la fin, voilà. Là, il est en train de jouer. Je rentre pas dans le chamaillage de l'école primaire, quoi. Martine Aubry, elle, joue la carte de l'unité, une stratégie claire, en bonne garante du projet socialiste. Elle est celle qui veut rassembler, quitte à provoquer les rires de ses challengers. On peut quand même dire qu'on est tous d'accord. Martine, ça nous rassemble. Non, pas du tout. On est tous d'accord sur la réforme fiscale. Elle se pose en rassembleuse, mais on voit très bien que personne ne l'écoute quand même et qu'elle veut comme imposer dans le temps qui lui est imparti son point de vue. Le geste en altitude, l'index pointé en altitude, c'est une menace. La maire de Lille ne connaît qu'un moment vraiment difficile, sa passe d'armes avec Arnaud Montebourg sur l'affaire Guérini. Elle perd alors son beau contrôle, l'énervement est visible. Mais il faut aussi arrêter de parler à partir des rumeurs et des allégations. Il faut laisser... Je suis d'accord avec cette méthode, on me permettra de le dire dans un instant. D'après les premiers sondages, c'est François Hollande qui tire son épingle du jeu et consolide son avance sur Martine Aubry. Voilà, effectivement, les sondages lui sont toujours favorables. Nicole Bricq, ça vous ennuie pas quand même cet étalage de division? Non, je pense que ça reflète bien les débats qu'on peut avoir en interne ou parti socialiste. En interne jusqu'à présent, mais là, on est tous témoins. Ils ont chacun leur sensibilité. Moi, je trouve que le débat sur la TVA sociale, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet qu'on a avec nous, avec nos collègues de droite. C'est normal qu'on le pose au sein du Parti socialiste. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce 19h. Je rappelle, Philippe de Sertine, à la décompression que vous venez de faire paraître. On va changer de sujet maintenant avec le risque de maladie d'Alzheimer qui augmenterait avec l'abus de tranquillisants et de somnifères. Une étude révélée par Science et Avenir, dont on va recevoir la directrice de la rédaction, Dominique Leglu, nous dit tout ça. D'abord, les chiffres clés avec Alexandra Collineau. Des médicaments au nom familier, Valium, Xanax, Lexomil, Temesta, ils seraient à l'origine de 16 000 à 31 000 nouveaux cas d'Alzheimer par an. Ces chiffres sont le résultat d'une étude menée pendant 20 ans sur près de 4 000 personnes de plus de 65 ans par une équipe de chercheurs bordelais et que révèle la revue Science et Avenir. Selon l'étude, ces antidépresseurs augmenteraient de 50% le risque d'Alzheimer. La détérioration cérébrale n'apparaît que 5 à 8 ans après la première prise de ces anxiolytiques. À l'échelle nationale, le phénomène devient très important car la France est le 3e plus gros consommateur d'antidépresseurs en Europe. 6 millions de Français prennent en effet des anxiolytiques. Avant cette nouvelle recherche, 8 précédentes études ont été menées par différentes équipes dans le monde et sont arrivées aux mêmes conclusions. Mais pour l'instant, sans alerter les autorités publiques. Avec nous donc Dominique Leglu, bonsoir et merci d'être avec nous. Vos révélations, eh bien, elles sont des plus alarmantes, surtout dans un pays qui détient le record de consommation des médicaments, Dominique. Bah oui, on est des drôles de champions, on est sacrément accros nous en Europe. Enfin au sein de l'Europe, on en consomme 5 à 10 fois plus que nos voisins. C'est hallucinant, la faute à qui? Aux médecins qui prescrivent? Aux malades qui réclament?
Oui, il y a les deux. Enfin, je ne veux pas faire de la sociologie, la petite semaine, là, Non, on est là pour trouver des solutions à mettre en garde. Effectivement, la question que vous posez, des médecins eux-mêmes la posent. Par exemple, un psychiatre comme Patrick Lemoine le dénonce depuis des années. Il ne faudrait pas que des médicaments de ce type soient prescrits à la petite semaine, comme ça, effectivement, par tous les médecins généralistes. Et nous le rappelons, déjà, suivre la loi, ça serait pas plus mal. Sachant que certains de ces médicaments, la loi, pour certains de ces médicaments, ceux qui sont prescrits pour l'insomnie, qui ont eu leur autorisation de mise sur le marché pour l'insomnie, ne devraient pas être consommés plus de 2 semaines. Mais alors, ce qu'on voit, c'est pour les personnes âgées, les médecins généralistes renouvellent toujours les mêmes ordonnances. Eh oui, voilà. Alors, est-ce que le lien est véritablement établi entre donc la consommation de ces médicaments et l'apparition de la maladie d'Alzheimer? Parce que j'ai regardé les chiffres d'assez près quand même. Le pourcentage semble très faible de cas véritablement. Vous trouvez que c'est faible? 16 000 à 31 000 cas attribuables? Alors il y a des doutes, il y a des doutes quand même. Que dites-vous, vous? Alors, nous, ce que nous disons, ce sont les résultats de cette étude à paraître du professeur Bégaud, qui dirige une unité de l'INSERM à Bordeaux, et qui est un épidémiologiste et un pharmacologue. Depuis des années, sont menées diverses études que nous rappelons dans le journal. C'est vrai, c'est pas la première. Ah non. Mais est-ce que le lien est établi? Alors, indubitablement, oui ou non? Mais attendez, je suis bien obligée de vous répondre quelle est la nature du lien. Oui. Les études épidémiologiques, elles font un travail statistique. Donc, en l'occurrence, ont été étudiées plus de 3700 personnes, dont on dispose, c'est une cohorte qui est... que l'on peut examiner. Ce sont des gens qui ont accepté d'être examinés volontairement depuis une vingtaine d'années. Alors, la conclusion. La conclusion, c'est que le facteur de risque, alors vous voyez, je vous parle en termes d'épidémiologie, le facteur de risque est augmenté, c'est ça qui est dit dans les résultats préliminaires de l'étude, de 20% et en moyenne, c'est ce que dit le professeur Bégaud, de 50%. Et c'est cela... Et dans Sciences et Avenir, nous n'avons pas mis un chiffre maximal pour ne pas être sensationnaliste, qui pourrait aller jusqu'à 54 000. D'accord ? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez des gens, quand ils ont pris de façon chronique des benzodiazépines... Pendant des années et des années. Des années et des années. Et c'est ce qui se passe. Il y a parfois des gens qui en prennent plus de 10 ans. Donc voilà, le risque est là. Le risque est là, il est augmenté. Il est quantifié. La règle à suivre, pour conclure, pour rassurer les gens qui nous écoutent aussi, et qui prennent du Lexomil ou autre. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On va voir son médecin. Oui, et on lui demande comment arrêter. Parce que c'est là qu'est le problème. C'est dangereux aussi d'arrêter parfois. Il ne faut pas arrêter d'un coup. Mais bien sûr que non. Vous savez que ces médicaments ont il y a un symptôme de dépendance, mais il y aurait un symptôme de sevrage si vous arrêtiez d'un coup. Alors ça, c'est dangereux. Donc, il faut retourner voir son médecin et en parler, lui dire comment on peut alléger les doses pour s'en débarrasser. Voire les supprimer. Voire les supprimer, attendez, selon un protocole dont il faut parler avec le médecin. Absolument. Très bien. On a tous ces chiffres et donc cette enquête complète dans le dernier numéro donc de Sciences et Avenir. Dominique Leglu, merci. Et puis merci de nous avertir, parce que ça concerne... on l'avait déjà fait. On l'avait déjà fait il y a 5 ans. Il faut recommencer. La consommation malheureusement de psychotropes ne baisse pas dans ce pays. Ben non. À 22h, c'est Sonia Mabrouk que vous retrouverez pour le journal sur Public Sénat. À suivre tout de suite sur la chaîne parlementaire Assemblée nationale. Pile et face, bonsoir à tous. Wow.
28 juillet 1976, Christian Ranucci, 22 ans, est guillotiné pour un meurtre qu'il a toujours nié. Ce qui n'a cessé de me gêner dans cette affaire, c'est l'absence de réponse à la question « Pourquoi enlève-t-il cet enfant ?» Le documentaire « Ranucci, la vérité impossible » nous fait revivre cette affaire qui a marqué les esprits et contribué à l'abolition de la peine de mort. Et quand la mort est présente, ce n'est plus la raison qui gouverne. Ranucci, la vérité impossible. C'est ce soir à 22h30 sur Public Sénat.